Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle saison du Guide de l'auto. Je vous présente tout de suite notre nouvelle animatrice, Kim Kaya, qui baigne dans le monde de l'automobile depuis déjà très longtemps. Bienvenue parmi nous, Kim. Merci Antoine, ça me fait vraiment plaisir de faire partie de l'équipe cette saison. On est super content de t'avoir aussi et je veux rassurer les gens, Gabriel sera avec nous à chaque émission. Vous le retrouverez en conclusion d'émission pour qu'il donne son opinion sur le véhicule vedette de la semaine. Et parlant de véhicule de la semaine, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du Chevrolet Equinox EV, puis il y a une raison pourquoi on a choisi ce véhicule-là pour commencer la saison, c'est que c'est un véhicule qui connaît un succès fulgurant au Québec depuis sa sortie. Effectivement, il est arrivé en juin 2024 sur le marché. Depuis ce temps, on en vend une quantité incroyable. Plus de succès que le Tesla Model Y, que la Hyundai Ioniq 5. Alors, c'est dire à quel point c'est un véhicule qui était attendu auprès des amateurs. Il faut dire que Chevrolet a aussi cette intention de multiplier les modèles électrifiés dans sa gamme, même si on ne néglige pas les modèles à essence non plus. OK, mais il ne faut pas confondre le Equinox EV avec le Equinox à essence, évidemment. Évidemment, et on sème la confusion chez Chevrolet parce qu'on prend un nom et on en fait deux modèles. Alors, on l'a fait avec le Silverado, Silverado EV, on l'a fait avec le Blazer, Blazer EV et avec l'Equinox. Donc, il y a un peu de confusion de ce côté-là, mais c'est vrai que les deux produits n'ont rien à voir, hormis le fait qu'ils se retrouvent dans la même catégorie de véhicules. Il y en a un qui est à essence, il y en a un qui est électrifié. Ils portent le même nom, mais sinon, c'est complètement différent. Mais ça, on revient au Equinox EV. Est-ce qu'on peut attribuer son succès au fait que la Bolt a disparu puis que jusqu'à tout récemment, il y avait 12 000 de crédits gouvernementaux appliqués? Bon, il faut d'abord comprendre que la Bolt est disparue pour mieux revenir en 2026. C'est une transition. C'est clair qu'il y a une partie de la clientèle qui a migré vers l'Equinox aussi parce qu'on avait peut-être des besoins plus grands en matière de véhicules. Et c'est sûr que 12 000 de crédit sur un véhicule électrique, ça attire les gens. Mais il faut comprendre que le crédit baisse en 2025, passe de 12 000 à 9 000 pour tout le monde. Et Chevrolet est en position de tête avec son Equinox. Ça devrait demeurer dans les mois qui vont suivre en 2025 parce qu'essentiellement, on a la même compétition et tout le monde a vu ses crédits diminuer. Donc, j'ai l'impression que son succès va demeurer, d'autant plus qu'on ajoute des versions pour 2025 avec un prix d'entrée qui est plus agressif qu'en 2024. Mais Antoine, est-ce que c'est un succès qui est mérité? Est-ce que c'est une bonne voiture, ultimement? C'est ce qu'on va aller voir. Il suffit de prendre le volant du Chevrolet Equinox EV pour comprendre pourquoi ce produit-là connaît autant de succès chez nous au Québec. Le format est pratique, le design intérieur est très moderne, le look extérieur est réussi également. Et honnêtement, le prix est relativement raisonnable par rapport à la compétition. Alors tout ça, ça fait en sorte que le produit est très convaincant. Dans le cas du modèle d'essai, c'est un Chevrolet Equinox EV RS First Edition, un modèle 2024. Les seules distinctions, évidemment, avec un modèle 2025, c'est le groupe d'équipement parce que c'est un modèle de lancement. Mais dans les faits, vous allez retrouver essentiellement la même technologie, le même niveau d'équipement sur d'autres modèles 2025 où là, vous allez avoir des déclinaisons LT, 2LT, 3LT, 2RS, 3RS. Évidemment, c'est le niveau de luxe qui varie, sauf que chez Chevrolet, on a deux approches esthétiques. Si vous optez pour une version LT, vous allez avoir une approche esthétique plus traditionnelle avec des éléments chromés, alors qu'une version RS a une approche beaucoup plus sportive au niveau esthétique avec des jantes noires, avec un pavillon qui peut être peint en noir. Bref, un look qui est plus contemporain et qui plaît, je pense, davantage à une majorité d'acheteurs. Alors, c'est la raison pour laquelle les versions RS connaissent plus de succès que les versions LT. N'empêche, le niveau d'équipement est essentiellement le même d'une version 2LT par rapport à une version 2RS et rendu là, c'est que cosmétique. Et si vous optez pour une version 3LT ou 3RS, bien là, vous allez avoir droit à davantage d'équipements de luxe. Donc, siège ventilé à l'avant, le siège du passager à réglage électrique, climatisation automatique à 2 zones et les roues de 21 pouces qu'on a sur cette version First Edition qui seront de couleur argentée sur une version LT, qui seront noires sur une version RS. Bon, évidemment que les roues de 21 pouces pour un véhicule comme celui-là, ça donne du look,
mais ça vient affecter un peu l'autonomie. General Motors n'annonce pas de réduction d'autonomie si vous optez pour les 21 pouces, mais c'est certain qu'il y en a une. N'empêche, l'autonomie pour un véhicule comme celui-ci est extrêmement impressionnante. Batterie de 85 kWh qu'on retrouve dans ce véhicule-ci. C'est 513 km d'autonomie qu'on annonce, 459 si vous optez pour un modèle à rouage intégral qui est plus puissant parce qu'on gagne en puissance, évidemment, grâce à 2 moteurs électriques, 288 chevaux dans le cas de la version à rouage intégral, 213 chevaux dans ce cas-ci. C'est pas beaucoup de puissance compte tenu du poids et du format du véhicule, mais honnêtement, on n'en manque pas. Alors, si vous ne cherchez pas de grande performance, je pense que cette version à roue motrice avant peut faire un travail exceptionnel. Il n'y a pas besoin de vous dire que si, par exemple, vous souhaitez remplacer une Chevrolet Bolt électrique par un Equinox EV à roue motrice avant, vous allez avoir un comportement routier qui n'a rien à voir. C'est un véhicule extrêmement confortable et avec lequel il n'y a aucun effet de couple en accélération, ce qui était tout le contraire avec la Chevrolet Bolt, qui était une voiture beaucoup plus citadine. Alors évidemment que beaucoup de gens adhèrent à ce produit-là. Évidemment que c'est un véhicule dont le format est considérable et ce qui déçoit, bien sûr, c'est le fait que même si on a beaucoup d'espace à l'intérieur, bien, il n'y a aucun espace sous le capot avant. On se l'explique mal parce qu'on aurait quand même pu créer un petit réceptacle qui aurait pu contenir quelques dizaines de litres de volume. Alors ça, Chevrolet l'a échappé, malheureusement. Bon, évidemment, le problème, c'est qu'on peut faire grimper la facture en choisissant plusieurs options. Et l'Equinox, en ce qui me concerne, est surtout intéressant dans la mesure où on demeure raisonnable avec le choix des options. Parce que vous pourriez aussi choisir le système de conduite semi-autonome Super Cruise qui fonctionne sur des routes cartographiées, mais attention, c'est une option de 3 240 $, une option que vous allez ajouter évidemment au prix du véhicule que vous allez fort probablement financer. Alors, c'est une option qui peut coûter très cher et dont le rendement, bien qu'intéressant sur certaines routes cartographiées, ne peut certainement pas être optimal, surtout toute l'année durant, parce qu'évidemment, on sait que lorsque la période hivernale arrive, bien, la majorité des capteurs sont obstrués et on ne peut pas utiliser cette technologie-là. Alors, ça fait cher pour payer pour de la recherche et développement et pour une technologie qui n'est pas encore au point. Moi, je pense que c'est une option qu'on devrait laisser passer, à moins, bien sûr, que vous teniez mordicus à vous faire conduire plutôt qu'à conduire votre véhicule. Et ça serait une erreur parce qu'honnêtement, un Equinox EV, c'est passablement amusant à conduire. Afin de choisir la meilleure garantie prolongée pour votre véhicule, il est essentiel de comparer les durées et les options de la couverture qui vous est proposée. L'automne est le moment idéal pour une vidange saisonnière afin de protéger votre moteur face au temps froid. Une huile adaptée assure une lubrification optimale, réduit l'usure au moment du démarrage, améliore l'efficacité énergétique et élimine les contaminants accumulés au fil du temps, prolongeant ainsi la durée de vie de votre moteur. Besoin d'aide pour choisir l'huile idéale? Essayez Lube Console de Total Energy, votre allié pour un moteur en pleine forme tout l'hiver. Mathieu, 3 240 $ plus taxes financées à 5,99 % de taux de financement pour avoir le système Super Cruise. Qu'en penses-tu? Oui, c'est sûr que bon, c'est encore un peu salé comme facture, hein? Cette espèce de système d'aide à la conduite, de conduite autonome. Super Cruise est un des bons qui arrive à se démarquer, qui fait jaser, sauf que, encore une fois, c'est un système qui va encore et toujours se bonifier. C'est vrai pour GM Chevrolet, c'est vrai aussi pour plein d'autres systèmes, d'autant plus qu'il faut que ça soit cartographié dans leurs nuages, dans leurs infrastructures pour être utilisé à son plein potentiel. La bonne nouvelle, c'est que la techno étant, aujourd'hui, sur l'Equinox particulièrement, il y a un logiciel qui s'appelle Ultifit, une espèce de plateforme qui va permettre de télécharger des mises à jour logicielles directement sur des applications. Donc, votre véhicule va pouvoir évoluer en même temps que vous et surtout que vos besoins. Donc, il y a un côté technologique
qui peut être mise à jour sans avoir à retourner nécessairement au garage pour ajouter des pièces. Juste du logiciel peut rendre votre véhicule meilleur. Puis ça, on l'avait déjà vu dans le passé. Oui, mais quand même, payer 3 240 pour une technologie qui est en constante évolution, tu es l'utilisateur payeur, tu es celui qui paye pour de la recherche et développement. C'est pas encore abouti. Puis ce qui est triste, c'est qu'on sait que d'ici quelques années, ça va coûter quoi? Un dixième de ce montant-là? Mais c'est le propre de la technologie, ben ça. Oui, les premiers Atari coûtaient vraiment cher comparativement au Super Nintendo des années 90. Là. Mais c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, parlant de technologie, il n'y a pas si longtemps, pour avoir un écran de plus de 17 pouces, ça coûtait une fortune dans une voiture. Aujourd'hui, cet écran-là est, soit dit en passant, super ergonomique, en tout cas à mon goût, parce que j'ai eu des écrans plus petits qui étaient plus difficiles d'accès. Sa position, sa taille, son ratio aussi est franchement intéressant. J'aime beaucoup ce que je vois. Et là, j'entends déjà, ouais, mais on ne peut pas utiliser Apple CarPlay. Attendez une minute. On ne peut pas utiliser Apple CarPlay, mais on peut quand même avoir accès à vos rendez-vous, votre calendrier, vos contacts. Votre téléphone va pouvoir se synchroniser quand même avec le système de navigation ici. Oui, mais on ne peut pas utiliser Apple CarPlay. C'est pas Apple CarPlay proprement dit, mais ça demeure des icônes. Vous n'allez pas vous perdre. Une couple de jours, puis tout le monde va être correct. Et, encore une fois, je reviens au téléchargement d'applications et de modifications. On pourrait bonifier le système en permettant une intégration d'Apple CarPlay. Ce qui risque d'arriver, là. Moi, je pense que oui. Polestar, excellent exemple. Ils étaient sur un système Android Automotive. Devine quoi? Aujourd'hui, tu branches ton iPhone et tu as dans Android Automotive, un système de Google, une fenêtre qui te permet d'utiliser Apple CarPlay. Une surcouche. Ben oui, mais c'est quand même étonnant que Google fasse une place à Apple comme ça. C'est comme si Pepsi devait mettre une canette de Coke dans son six-pack. Ça réglerait bien des problèmes, remarque. Peut-être. Écoute, c'est une voiture qui, en mon sens, va devenir extrêmement populaire plus elle va être connue. On parle quand même d'une autonomie qui peut aller jusqu'à 513 km. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'en 10 minutes, on était capable d'aller chercher à peu près 120 km, ce qui est intéressant si tu dois te dépêcher pour une distance, je ne sais pas, le Montréal-Québec, où tu dis « Ah, je n'aurais pas assez pour faire la distance complète. » Un petit 10 minutes, tu viens de gagner 123 km. Je comprends qu'avec un plein d'essence, tu vas en gagner 5 ou 600, mais dans ce cas-ci, avec la technologie électrique, c'est pas mal. Et tu as un habitacle qui est quand même assez spacieux, tu as de l'espace, c'est bon pour la famille. Malheureusement, tu n'as juste pas d'espace sous le capot. Puis, ironiquement, c'est pas parce que le capot est pas long, parce que sa barouette, il y a du museau là-dessus. Là. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'avant, on s'intéressait toujours à l'espace arrière. Et là, maintenant, on est en train de chialer quand on n'a pas suffisamment d'espace pour loger du stock en avant du véhicule, ce qui était une impossibilité ou presque il y a de ça quelques années. Hein. Arrête, là. Il était où le coffre sur une coccinelle des années 60? Il n'y a pas une Porsche aussi qui avait le moteur en arrière? C'est ça. Bon. Ouais, mais c'est pas la même chose. Conduire un véhicule électrique en hiver. Assurez-vous d'avoir le double de l'autonomie requise pour votre trajet. Préchauffez l'habitacle pendant que votre véhicule est toujours branché. En roulant, privilégiez le volant et les sièges chauffants plutôt que le chauffage. Pour économiser de l'énergie, évitez la vitesse excessive, les accélérations et freinages brusques et voyagez léger. Plusieurs propriétaires d'Equinox et de Blazer électriques ont de la difficulté à chausser leur véhicule en hiver parce que les dimensions sont particulières. Est-ce que ça se peut que certains d'entre eux se retrouvent avec des pneus qui sont carrément inappropriés? Oui, ça se peut. C'est arrivé à l'automne 2024. Bon, évidemment, il y a la question du style de conduite. Hein. Si on roule plus sur l'autoroute, si on roule plus en ville, à la campagne, on va peut-être vouloir des pneus glacés-neige ou des pneus carrément à neige. Mais c'est surtout les spécifications des pneus auxquelles il faut s'intéresser. Il y a la dimension, bien sûr, mais pour un véhicule électrique, c'est l'indice de charge qui est vraiment primordial. Pourquoi? Parce que c'est lourd, un véhicule électrique. Donc, si on chausse le véhicule avec des pneus qui n'ont pas le bon indice de charge parce que ce n'était pas disponible, on peut se retrouver avec une usure prématurée, puis aussi, ça peut dégrader la tenue de route. Donc, très important, l'indice de charge et heureusement, il y a la règle des 3P pour réussir aussi à préserver ses pneus d'hiver plus longtemps ou les pneus 4 saisons aussi parce que ça use vite sur un véhicule électrique. Donc, la permutation régulière, la pression d'air vérifiée tous les mois et le parallélisme, donc l'alignement, une fois par année. Et pour les membres CAA Québec qui voudraient trouver le pneu approprié d'avance ou encore savoir comment prendre rendez-vous dans un atelier recommandé, ils peuvent appeler gratuitement les services conseils en mobilité.
Le Equinox EV représente un excellent choix dans le créneau des VUS à motorisation électrique pour plusieurs raisons. Il est conçu sur la plateforme Ultium, il est alimenté par une batterie de 85 kWh et la consommation d'énergie du modèle à 2 moteurs est juste au-dessus des 20 kWh au 100 km, ce qui lui donne une autonomie très convaincante. Aussi, c'est un véhicule qui est spacieux, confortable, qui a un beau design et dont l'échelle de prix est attrayante. Sur la route, dans le cas du modèle à 2 moteurs, on a affaire à un véhicule qui offre de bonnes performances, qui est doté d'une direction qui permet de bien sentir la route et dont le système de freinage régénératif peut être calibré sur plusieurs niveaux, permettant même la conduite à une seule pédale, ce que beaucoup de conducteurs de véhicules électriques apprécient. Le modèle à 2 moteurs est à privilégier parce que les performances du modèle à moteur unique ne sont pas meilleures que celles du Equinox à moteur à essence, et ça, c'est un peu décevant pour un véhicule électrique. Parmi les points faibles, on note l'absence d'un compartiment de rangement sous le capot avant et le fait que le système de télématique n'est pas compatible avec les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto, Chevrolet vous obligeant à utiliser leur propre écosystème Google qui vous donne accès à Google Maps et d'autres applications comme Spotify. Mais si, comme moi, vous utilisez Apple CarPlay au quotidien, ça devient rapidement un irritant majeur. Il y a un peu deux façons de comparer le Chevrolet Equinox EV avec la compétition. On peut se baser sur le format ou aussi sur le prix. Dans le guide, on le compare avec le Kia Niro puis le Hyundai Kona, donc on y va plus au niveau du prix. Bien, si tu regardes un Hyundai Kona, une Kia Niro, les prix d'entrée sont autour de 49 000 évidemment excluant les crédits. C'est la même chose avec le Chevrolet Equinox EV, puis quand on monte en gamme, 54, 55, 56 000. Alors, l'échelle de prix est à peu près la même que des modèles plus compacts, mais quand tu regardes le format du véhicule, bien, tu peux te comparer davantage à une Ioniq 5. Sauf qu'avec une Ioniq 5, le prix d'entrée est à 58 000 approximativement. Donc, les gens y voient une aubaine parce que tu as un véhicule plus gros au prix d'un plus petit, tout simplement. Antoine, tu nous parles de prix. À quel point c'est une bonne aubaine? Bien, il faut d'abord comprendre que le véhicule qu'on a mis à l'essai, c'est un 2024, mais disons que c'est un 2025. Son équivalent aujourd'hui coûte 53 322 $, transport, préparation, frais de concessionnaire inclus, avant qu'on vienne appliquer les crédits. Alors, avec plus de 500 km d'autonomie, considérant son format, c'est un véhicule qui est franchement intéressant. Mais évidemment, c'est un véhicule qui est accompagné de crédits très généreux, qui ont diminué depuis le 1er janvier, on le sait. Alors, je le rappelle, on avait 12 000 $ de crédit, on est rendu à 9 000, ce qui veut dire 7 828 $ plus taxes, parce que le 9 000 comprend les taxes. Et il faut savoir aussi qu'à la fin du mois de mars, on déposera le budget fédéral, où là, ça pourrait faire mal, parce que si on retire le crédit fédéral qui est de 5 000 $, bien, le crédit réel restant va demeurer à 4 000 et donc ça voudrait dire 3 481 $ plus taxes. Donc, une explosion des prix anticipés des véhicules électriques si jamais le crédit fédéral était retiré. Mais en attendant, ça demeure une bonne aubaine parce qu'on vient retirer 9 000 $ au prix du véhicule actuel. Si on le compare au Chevrolet Equinox à essence, actuellement, est-ce qu'il y a un si gros écart de prix qui justifie d'aller vers le EV? Alors, considérant les crédits actuellement en place, il y a un peu plus de 6 000 $ d'écart entre les deux véhicules à équipement équivalent. Alors, on comprend pourquoi les gens se jettent massivement vers la version électrifiée, parce qu'en 2 ans et demi, tu as rentabilisé ton déboursé uniquement en ne mettant pas d'essence. Donc, c'est très logique. Mais s'il n'y avait pas de crédit, alors là, ça ferait mal parce que l'écart serait de 14 200 $ et là, pas besoin de te dire qu'on se jetterait probablement plus vers un Equinox à essence parce que le nouveau Equinox avec son moteur 1.5 turbo, c'est pas un véhicule qui consomme énormément. Et pour mettre 14 200 $ d'essence dans un véhicule comme celui-là, bien, il va falloir que tu roules énormément. Donc, c'est sûr qu'actuellement, le succès d'un véhicule électrique comme l'Equinox est artificiellement élevé dû au fait qu'on a des crédits qui sont généreux. Mais en même temps, le produit est intéressant aussi. Antoine, je lisais ton article dans le Guide de l'auto, puis tu as choisi comme titre « En attendant la Bolt ». Penses-tu qu'avec son retour, le Chevrolet Equinox EV va perdre un petit peu de sa popularité? Bien, écoute, il faut comprendre que l'Equinox EV se trouve dans le segment de véhicules le plus populaire au pays, les VUS compacts. Donc,
ce véhicule-là va demeurer, à mon avis, plus populaire que la Bolt, bien qu'il y ait une partie de la clientèle qui, faute d'offres de la part de Chevrolet, a migré vers des Equinox d'entrée de gamme, par exemple. Mais l'offre de Chevrolet va être géniale, là. Pensons-y, avec une Bolt, un Equinox EV, un Blazer EV, le choix va être difficile à battre face à la compétition et c'est là que Chevrolet va gagner. Donc, on peut en conclure que le Chevrolet Equinox EV, c'est un véhicule qui mérite son succès. Alors, c'est évident que l'autonomie, le format, le prix de ce véhicule-là, c'est une formule gagnante. On le voit, la clientèle y adhère. Par contre, il y a des petits bobos de jeunesse. C'est pas un bilan sans tâche. Il y a des problèmes logiciels. On fait des mises à jour par système info nuagique. Il y a des remplacements de batterie aussi qui ont eu lieu. On l'a vu sur différents forums concernant le Chevrolet Equinox EV. Alors, sachez-le, ce ne sont pas des problèmes qui sont pires que chez la compétition. Là, Hyundai a ses problèmes, Toyota, Volkswagen, nommez-les, Ford aussi. Mais c'est quand même un produit franchement intéressant. Et évidemment, si vous cherchez un véhicule électrique de ce format-là, considérant tous ses avantages, je pense que c'est le numéro 1 dans le segment. Bon, mais je pense que la réponse est claire, hein? Maintenant, la semaine prochaine, de quel véhicule on va parler? On va vous présenter le Toyota Tacoma, si évidemment, d'ici ce temps-là, on se le fait